Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer par voir la posture de sécurité, qu'est-ce que c'est, et ainsi de suite. Donc, il faut prendre en considération qu'une étude qui a été faite auprès des professionnels de cybersécurité et qui a été ordonnée par l'ISACA en 2023 a montré que les organisations font face à un nombre d'attaques plus important pour les 38% des 2778 répondants, le même nombre d'attaques pour 31% des répondants par rapport à l'année précédente, et moins d'attaques pour 11% des répondants. Et seuls 42% ont pleine confiance dans les capacités de détection et réponse aux menaces de leur équipe de sécurité. Et en fait, d'après Gartner, il y est prévu une augmentation de 13,4% en dépenses pour la cybersécurité mondialement en 2024 et 35% des acteurs de menaces sont internes, selon le rapport de DBIR de 2024 de Verizon, qui a étudié 10 626 violations. Et dans toutes ces violations, en fait, 73% sont dus à des erreurs en tout genre, comme l'envoi par erreur au mauvais destinataire, plus de 50%, et une mauvaise configuration à 10%. Donc, finalement, on a beaucoup d'incidents de sécurité, et là, juste avant, j'ai parlé de violation de données, et qu'est-ce que c'est que un incident de sécurité et qu'est-ce que c'est qu'une violation de données? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Et réellement, en fait, un incident de sécurité se réfère à toute violation de la politique de sécurité d'une organisation, tandis que la violation de données se réfère à tout accès non autorisé, une divulgation ou destruction d'informations sensibles d'une organisation. En d'autres termes, la violation de données est inclue dans l'incident de sécurité. Donc, quand on parle d'une violation de données, on parle d'un incident de sécurité. Tandis que si on parle d'un incident de sécurité, on ne va pas forcément parler d'une violation de données. Par exemple, un accès non autorisé au système d'information ou aux actifs physiques d'une entreprise sont considérés comme des incidents de sécurité. D'après les données qui ont été étudiées et présentées dans le DBIR 2024 de Verizon, on voit que finalement, le type d'incident qui prévaut à travers le temps vont être le déni de service à plus de 50%. On a ici, pour l'année en cours, on a les intrusions en système qui restent deuxième pratiquement tout au long de leurs études depuis qu'ils ont commencé. Les mauvaises utilisations de privilèges qui ont drastiquement baissé depuis 2016 pour arriver à peu près 5%. On a l'ingénierie sociale, les attaques web basiques sur les applications web, et ainsi de suite. Donc on voit que finalement, les différents incidents à travers le temps, certains restent relativement stables, comme les intrusions système, même si parfois ça a diminué, d'autres ont carrément baissé depuis, et donc voilà. Maintenant, si on regarde la même chose, mais par rapport aux violations de données, donc data breaches, on va voir que la plupart des violations de données vont être effectuées selon, alors, soit une intrusion système, soit du social engineering, des erreurs, en fait, diverses erreurs, et on va avoir aussi les attaques d'applications web, même si ces dernières ont baissé pour passer de 30% au courant du rapport de 2023 à peu près 10%
au niveau du rapport de 2024. Donc on voit qu'il y a une évolution, mais les sources ou les raisons les plus importantes pour la violation de données, c'est bien les systèmes d'intrusion, le social engineering et les applications web, les attaques basiques sur applications web, et etc. Alors on a aussi bien sûr les actifs qui ont été volés ou perdus, mais à un niveau beaucoup plus faible, et tout le reste qui ne représente même pas 5% des violations de données. Donc, le coût moyen d'une violation de données entre mars 2022 et mars 2023 sur un ensemble de 553 organisations est de 4,45 millions de dollars. Et ça, c'est dans un rapport qui a été effectué par IBM, nommé Cost of a Data Breach Report 2023. 59% des 5000 leaders IT et cybersécurité qui ont répondu à une enquête de Sophos en 2024 ont été cibles d'une attaque de ransomware au courant des 12 derniers mois. Et la moyenne de la rançon payée sur toutes ces attaques est de 4 millions de dollars, tandis que le coût moyen de récupération est de 2,73 millions de dollars. Au final, en regardant toutes ces données, on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'une forte posture de sécurité. Et qu'est-ce que c'est que la posture de sécurité ? Donc la posture de sécurité, c'est d'une entreprise, c'est en termes de réseau, information et système, est basée sur les ressources de la sécurité de l'information. Là, on parle de personnes, matériel, logiciels, politiques, processus, ainsi de suite, et les capacités en place pour gérer la défense d'une entreprise et réagir à un changement de situation. Alors ça, c'est une définition qui a été donnée dans la norme NIST SP 800-128. Donc vous pouvez accéder à cette norme si vous voulez plus d'informations. Et finalement, c'est une vue d'ensemble sur la force et la résilience de la sécurité de l'entreprise. Et elle permet de mesurer le degré de préparation à défendre contre les menaces et répondre aux attaques. Donc, on va vers finalement avec ça un niveau de visibilité sur les actifs de l'inventaire et sur la surface d'attaque, les contrôles et procédures en place pour protéger des cyberattaques, sa capacité à détecter et contenir des attaques, sa capacité à réagir et se remettre d'un événement de sécurité, le niveau d'automatisation du programme de sécurité mis en place. Donc, à quoi ça va... En fait, si on veut une posture de sécurité forte, c'est pas pour rien. Parce qu'elle va nous permettre à mitiger des menaces de sécurité comme les ransomware, les DDoS, les APT et ainsi de suite. Préserver la confiance client et la réputation de l'entreprise en limitant tout ce qui est violation de données. Améliorer l'adaptabilité aux menaces toujours en évolution. On sait que finalement les menaces, ce qu'il y a aujourd'hui n'est pas ce qu'il y avait il y a 2, 3, 4 ans. Et c'est pas ce qu'il y aura dans 1 an, 2 ans et ainsi de suite. Donc la posture de sécurité doit évoluer et être mise à jour dynamiquement, ce qui va permettre l'adaptation au fait que les menaces changent et que aussi on a une évolution technologique qui se passe. Et aussi, le fait d'avoir une posture de sécurité forte, ça va nous permettre de s'assurer de la continuité du business. Donc pour cela, on va avoir un plan de réponse aux incidents et un plan de recouvrement. Et enfin, un autre bénéfice dont on va parler, c'est l'économie sur les coûts non nécessaires. Donc un incident de sécurité peut coûter très cher. On va avoir
parmi les coûts qui vont exister, le recouvrement des données, les amendes qu'on peut avoir à cause des réglementations, de la violation de réglementations et de lois existantes, et ainsi de suite. Donc, finalement, si on parle d'une posture de sécurité, comme on en a parlé depuis tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'il y a dans une posture de sécurité? Qu'est-ce qu'on doit définir? Quels sont les composants essentiels? Alors, ce ne sont pas les seuls composants, mais c'est les composants essentiels dont on va parler ici. Donc, une posture de sécurité va avoir ce qu'on appelle la gestion des risques. Donc, la gestion des risques, c'est le processus d'identification des risques de sécurité potentiels et ensuite l'implémentation des stratégies pour l'atténuation, la mitigation de ces risques. Et une gestion adéquate des risques garantit la capacité de gérer les menaces qui pourraient compromettre la sécurité. On ira plus en détail dans la gestion des risques dans la suite de ce cours. Ensuite, nous avons la réponse aux incidents. C'est comment répondre à une attaque ou à une violation de sécurité. Donc la réponse aux incidents inclut les plans et procédures en place pour minimiser les dommages d'un incident, et ensuite pouvoir recouvrir d'un incident et apprendre de cet incident pour pouvoir en fait améliorer la posture de sécurité par la suite. La conformité et la gouvernance, en d'autres termes, dans quelle mesure on respecte les normes, réglementations et lois en vigueur dans le secteur de travail en matière de sécurité des données. Les mesures de conformité et de gouvernance vont démontrer la responsabilité de l'entreprise envers les organismes de réglementation et va aussi aider à gagner la confiance du secteur de travail. Ensuite, on a l'architecture de sécurité. Ici, on va parler de la conception et la mise en œuvre de contrôles et de mesures de sécurité pour protéger les données et les ressources sur l'ensemble des réseaux et des systèmes de l'entreprise. Et enfin, la formation et sensibilisation des employés. On sait que, comme on vient de voir juste avant, que beaucoup d'incidents de sécurité sont dus aux employés eux-mêmes. Et donc, le fait de les former va permettre de s'assurer qu'ils comprennent et respectent les protocoles de sécurité et aussi diminuer le risque de brèche de sécurité. Donc une fois qu'on a créé une posture de sécurité, on en a fait le dessin, on va devoir évaluer cette posture. Donc une évaluation de la posture de sécurité va permettre d'identifier et connaître la valeur des données, identifier les vulnérabilités, déterminer l'efficacité des mesures de sécurité, déterminer les zones à améliorer, comprendre le niveau actuel de la sécurité et de la résilience de l'organisation évaluée, et enfin, recommander un plan d'action pour un meilleur contrôle de l'exposition aux risques et le renforcement des défenses. Et cette évaluation doit être régulière car il peut y avoir des changements dans notre environnement IT et ces changements, même s'ils sont mineurs, doivent être pris en considération dans notre posture de sécurité. Il peut y avoir de nouvelles menaces qui vont apparaître ou d'anciennes vulnérabilités exploitées. Donc, plusieurs éléments sont essentiels pour l'évaluation de la posture de sécurité. Le premier élément, c'est l'inventaire des actifs. Alors, quand on parle d'actifs, on parle d'actifs matériels et immatériels, comme les logiciels, etc. Identification des vulnérabilités, analyse des menaces, évaluation des risques et des recommandations. Donc, l'identification des vulnérabilités, c'est le fait d'inspecter les actifs de l'inventaire de manière minutieuse pour trouver leurs faiblesses. Selon les actifs, on va utiliser des méthodes comme des tests de pénétration, de scan de vulnérabilité, d'analyse statique et ainsi de suite. L'analyse des menaces, elle, va permettre d'identifier les menaces potentielles qui ciblent
l'organisation évaluée, et cela peut être des menaces génériques auxquelles toutes les organisations font face, ou des menaces spécifiques à l'industrie dans laquelle l'organisation évolue, ou même des menaces spécifiques à l'organisation elle-même, si l'organisation travaille est vraiment dans une niche. Dans l'évaluation des risques, on va évaluer l'impact, donc les conséquences potentielles des menaces identifiées qui exploitent des vulnérabilités identifiées. Et le résultat de l'évaluation des risques va permettre à l'organisation de faire une priorité sur les efforts de remédiation. Donc, on va donner la priorité aux risques élevés, avec un impact élevé, et une grande probabilité d'occurrence. Ensuite, pour les recommandations, on va finalement compiler les éléments trouvés dans l'évaluation lors de l'évaluation de la posture de sécurité dans un rapport qui est exploitable et actionnable. En d'autres termes, on va pouvoir mettre en place des actions suite à ce rapport. Et le rapport va offrir une feuille de route pour l'amélioration de la posture de sécurité. Donc, une fois qu'on a évalué la posture de sécurité, on va vouloir la renforcer. Donc, l'amélioration de la posture de sécurité est un processus continu. Et les principaux domaines sur lesquels on va se concentrer sont les politiques et procédures et contrôles, les formations et sensibilisation des employés, technologie, conformité et réglementation. Donc, si on parle des procédures, politiques et contrôles, donc les politiques, procédures et contrôles rigoureux vont constituer le cadre de sécurité dans lequel une organisation va opérer. Donc, ils vont offrir des directives pour la gestion de différents scénarios de sécurité. Les politiques de sécurité, elles, sont les règles que l'organisation va suivre et appliquer. Les procédures sont des instructions étape par étape pour gérer des situations courantes. Et les contrôles sont les mesures mises en place pour minimiser les risques. Tandis que l'organisation ou l'entreprise doit régulièrement réviser et mettre à jour ses politiques, procédures et contrôles pour s'assurer qu'ils restent efficaces face à l'évolution des menaces. Dans le cadre de la formation et sensibilisation des employés, je vous ai dit tout à l'heure que les employés peuvent également constituer des vulnérabilités importantes au sein de votre organisation. Donc, il est essentiel de veiller à ce qu'ils sachent reconnaître et gérer les menaces potentielles en matière de sécurité. Qu'on mette en œuvre des programmes de formation réguliers pour les tenir au courant des dernières tendances en matière de sécurité et mener des campagnes de sensibilisation sur les meilleures pratiques en matière de sécurité. La formation adéquate, donc une formation adéquate des employés va pouvoir contribuer à transformer les employés de l'entreprise de points de compromission potentiels en une ligne de défense active, puisque s'ils arrivent à détecter une attaque en cours, ils pourront en parler à l'équipe de sécurité. Et donc, le plus vite une attaque en cours est détectée, le mieux c'est. En termes de technologie, donc l'utilisation de technologies obsolètes ou inefficaces peut affaiblir la sécurité. Donc on doit s'assurer que nos systèmes sont à jour. Alors, ça c'est un premier point. Et l'enjeu d'un tel processus est d'identifier les applicatifs n'étant plus utiles. Donc en fait, ensuite, on va identifier les applicatifs et matériel qui n'est plus utilisé ou qui est obsolète pour améliorer la sécurité en les décommissionnant.
Donc décommissionner, ça veut dire on va les enlever carrément. Si c'est des logiciels, on va les désinstaller par exemple. Si c'est du matériel, ben on va le décommissionner, on va l'enlever du réseau par exemple. Et enfin, l'automatisation des réponses aux événements de sécurité afin de réduire le temps de réponse aux incidents. Puis, le respect des normes et réglementations du secteur va nous aider à éviter les amendes, les pénalités, mais aussi bien plus que cela. Donc en agissant ainsi, donc en respectant les normes et réglementations, on va démontrer comme quoi on est engagé à maintenir une posture de sécurité solide, ce qui va contribuer à instaurer un climat de confiance avec les parties prenantes, partenaires et clients. Donc, il est important de se familiariser avec les réglementations en vigueur dans le secteur dans lequel l'entreprise travaille. Et on pourra ensuite utiliser ces réglementations, ces normes, pour pouvoir évaluer notre posture de sécurité et pouvoir mettre en place une posture de sécurité qui se conforme à ces réglementations et ces normes. Et après qu'on ait pris des mesures pour renforcer notre posture de sécurité, eh ben, ce qu'il nous faut, c'est mettre en place une stratégie de surveillance continue. Donc, une posture de sécurité robuste va nécessiter une vigilance constante, la maintenance de routines et des ajustements périodiques. Ce n'est qu'en surveillant en permanence la posture de sécurité et en effectuant des ajustements qu'on va pouvoir être sûr de garder une longueur d'avance sur les menaces cybernétiques en constante évolution. Bon. Heureusement, il existe différents outils et éléments qui vont nous permettre de nous aider dans la surveillance de la posture de sécurité. Entre autres, la veille des cybermenaces ou Cyber Threat Intelligence. Alors, c'est le processus d'identification et d'analyse des cybermenaces. Ça va englober la collecte des données relatives aux menaces, le traitement et l'analyse de ces données afin de mieux comprendre les menaces et aussi de mieux comprendre les motivations, les cibles et les comportements d'attaque des cybercriminels. Et puis aussi l'utilisation des outils de monitoring comme les EDR ou qu'on appelle Endpoint Detection and Response. Donc c'est des outils de détection et de réponse aux points d'extrémité qui surveillent en permanence les périphériques de points de proximité, de points d'extrémité, tels que, on parle là d'ordinateurs portables, ordinateurs tout court, téléphone portable, et ainsi de suite, et là, on va les utiliser à la recherche de signes de cybermenaces. Donc les outils de EDR aident à la détection et à l'investigation rapide des incidents de sécurité sur ces appareils-là. On a aussi les SIEM, qui sont des outils de gestion des informations et des événements de sécurité, ou bien Security Information and Event Management. Et ces outils-là vont collecter et regrouper des données provenant de diverses sources au sein d'une organisation. Les sources peuvent être par exemple les EDR, le pare-feu, les log systems et ainsi de suite. Et enfin, ou plutôt et aussi, les SOR, qui sont des outils d'orchestration, d'automatisation et de réponse de sécurité. Ces outils-là vont collecter et analyser les données de sécurité et vont permettre de répondre de manière automatisée aux menaces de faible niveau,
Et puis en automatisant les tâches de routine, les sorts vont permettre aux équipes de sécurité de se concentrer sur les menaces plus complexes. Alors, ça va permettre d'augmenter l'efficacité d'une organisation et de réduire le temps de réponse aux incidents. En fait, on sait que l'un des problèmes qui existent dans au niveau des équipes de sécurité qui s'occupent de la veille des incidents, comme les SOC analystes, etc., c'est la fatigue due au nombre d'alertes très grand. Et donc le fait d'avoir un sort, le fait d'avoir une automatisation, d'avoir une manière d'automatiser les réponses à certains éléments, ça va diminuer la charge de travail et la fatigue qu'il peut y avoir sur les équipes de sécurité à ce niveau-là. Et bien sûr, ce ne sont pas les seuls éléments de monitoring. On va voir plus tard, dans la suite de ce cours, une pléthore d'éléments de monitoring et de sécurité qui existent au courant des vidéos suivantes. Et en fait, au final, il est essentiel de rendre compte et de communiquer sur la posture de sécurité de notre organisation pour en assurer l'efficacité continue. Et ça va impliquer de fournir des mises à jour régulières aux principales parties prenantes et de s'assurer qu'elles sont informées de l'état actuel de la sécurité de l'organisation et des risques potentiels. Une communication appropriée sur notre posture de sécurité va permettre de favoriser une prise de décision éclairée, notamment en ce qui concerne l'allocation des ressources aux initiatives de sécurité. Et c'est sur ce point-là qu'on finit cette vidéo sur la posture de sécurité. Sur ce, bonne journée et à très vite. Au revoir.